chers collègues, nous allons passer... Merci beaucoup Emmanuel. Donc en attendant que les participants à la deuxième table ronde viennent prendre place, j'ai deux annonces. Tout d'abord, pour les personnes qui sont à distance, pour des raisons techniques, la deuxième table ronde ne sera malheureusement pas transmise en ligne. Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser et nous remercions l'équipe technique du jour. Et deuxièmement, le cocktail a lieu à 19 h. Il fait moche et la tempête approche. Donc voilà, nous allons rester ensemble pour cette deuxième table ronde. Merci pour la patience de toutes et de tous. Nous allons essayer de rester disciplinés pour pouvoir aller trinquer à 19 h pile. Et nous allons un petit peu déborder par rapport... Nous avons déjà commencé à déborder parce que nous sommes un petit peu plus nombreux que prévu. Donc, Josette, nous allons commencer la table ronde, madame. Alors, donc, voilà, je laisse Josette faire son business, je ne sais pas ce qu'elle fait. Donc, cette deuxième table ronde portera sur la même question, mais abordera les thématiques sous un angle différent avec des acteurs d'un autre type. Donc, nous avons la joie d'accueillir tout d'abord des représentants de centres d'enseignement du FLE. Alors, ils ne sont pas que centres d'enseignement du FLE, donc j'aurai le plaisir... Un centre de recherche, Maud Simanski, qui est directrice adjointe de la TILF, mais qui s'exprimera au nom du CRAPEL de Nancy. Nous allons accueillir des opérateurs en la personne de Valérie Lemeunier, directrice du département langue française à France Éducation Internationale, et Alexandre Holl, directeur adjoint en charge de l'innovation et du développement à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, et des acteurs, dont opérateurs, du monde des médias. Et donc, nous aurons l'occasion d'écouter Lidwin van Dixhoorn, chef du service de la langue française de RFI, Radio Française Internationale, et Evelyne Paquier, directrice adjointe en charge de la promotion et de l'enseignement du français à TV5 Monde. Et sans plus attendre, je donne la parole à Franck Desroches qui va ouvrir le bal. Merci Laura, bonsoir à tous. Merci à la SDIF pour cette invitation. D'abord, je crois que alors, la question, Laura, que tu nous poses. Pardon. Comment les acteurs du FLE se sont-ils structurés, ont joué et jouent un rôle dans la formation des enseignants? Je suis déjà au cocktail, désolé. Nous aussi un peu. On va faire vite alors. D'abord, je pense que le lien qui nous unit tous à l'université, aux filières FLE, je crois que si je regarde de là autour de cette table, c'est déjà tout ce que nous en sommes issus. Nous avons tous été formés à l'université dans les filières FLE, on en discutait avant cette table ronde. Donc je crois que c'est déjà un lien très fort qui fait que d'abord on se connaît bien depuis longtemps et qu'on arrive effectivement... Alors on aurait tous, je crois, beaucoup aimé participer à la table ronde précédente parce que les questions résonnaient. Mais on pourra peut-être en reparler tout à l'heure. Donc ça, c'était un premier point. Pour ce qui concerne l'Alliance française de Paris, l'institution, bon, elle a évidemment une responsabilité qui est peut-être avant tout historique, puisque c'est le creuset du FLE, depuis 1883. C'est de là que tout est parti, finalement. Donc, au-delà de la responsabilité, il y a un héritage, et puis des missions de faire vivre le FLE, et comme on l'évoquait à la table ronde précédente, de faire vivre l'innovation pédagogique et aujourd'hui en médiation culturelle, encore davantage. Sa première mission à l'Alliance française, ça a toujours été de former des profs. C'était la mission première. Et puis, l'Alliance française, c'est un modèle pédagogique culturel. Donc, l'innovation, évidemment, vue d'aujourd'hui, parler de la première université d'été qui a eu lieu, je crois, dans les années 1910. Alors, aussi dire qu'à un moment donné, pour acquérir le 101 boulevard Raspail, qui est le lieu d'ancrage
la Chambre de commerce a contribué, Hachette, nos collègues d'Hachette ont contribué financièrement. Et puis, le modèle pédagogique qui s'est construit au fur et à mesure des années autour de la formation des professeurs. Et dans les années 50, Marc parlait tout à l'heure d'histoire, quelques jalons. Il y a dans les années 50 le Mogé qui apparaît en France française comme ouvrage, des premiers ouvrages fondateurs de méthode de français. Je ne sais pas si on peut utiliser ce terme-là. Et puis, bien évidemment, le lien se crée aussi avec la SDIFL à travers des personnes qui s'incarnent, à travers évidemment Louis Porcher, Simone Lieutot, qui ont été des personnes extraordinairement importantes pour la structuration de la pédagogie, pour l'innovation, à nouveau, parce qu'évidemment, vu d'aujourd'hui, ça paraît tout à fait bien ancien. Et puis, le dernier programme qui vient en tête, qui est le professorat de l'Alliance française, qui a été lui aussi créé dans les années 50. Et puis, l'innovation à l'époque, c'était à travers le Mogé, c'était la création de ces degrés. Et à travers ces degrés, on a commencé, à partir du 4e degré, à poser des certifications, l'ancêtre du DELF et du DALF. Donc, on a un peu d'anciens BELC, un peu d'anciens DELF-DALF, un peu d'anciens DFP, etc., etc. Donc, c'est comment aujourd'hui, effectivement, on arrive à préserver ce modèle pédagogique et culturel, pas seul, à travers effectivement des partenariats, des dynamiques qui se mettent en place. Le deuxième point, c'est préserver, et aujourd'hui, qui est peut-être le plus difficile, mais comment on préserve un modèle social et économique sans sacrifier le premier au second, ce qui est bien compliqué pour une association qui aujourd'hui ne touche aucune subvention publique de qui que ce soit et qui doit vivre de ses propres deniers, et pour autant qui doit garder le projet de départ qui est d'accueillir à portes ouvertes tous ceux qui souhaitent apprendre le français et découvrir la culture française et les cultures francophones. Donc, comment aujourd'hui on arrive à trouver un modèle économique qui va permettre de conforter et de porter le modèle social, accueillir des étudiants réfugiés dans les classes, en allant chercher des financements privés là où on peut. Et puis le modèle social, on en a parlé, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est bien évidemment les enseignants, le statut des enseignants, comment on arrive à préserver aujourd'hui, et je sais qu'il y a d'autres institutions qui sont très engagées. Nous sommes des associations, des institutions engagées, et je rebondis aussi sur ce que disait Patricia tout à l'heure, on a besoin d'être engagés ensemble aujourd'hui à travers ce modèle social et plus largement dans la portée politique de ce que nous faisons tous. Et ce modèle social, c'est effectivement comment on arrive à garder 45 profs en CDI temps plein en les payant le moins mal possible. Et ça, c'est vrai que c'est une gageure. Le modèle social et économique, et puis en dernier point, l'ancrage, le lieu. Le 101 boulevard Raspail, c'est un lieu d'ancrage. Je suis très heureux que ce soit toujours aujourd'hui, le lieu d'ancrage de la SDIFL. Ça a été, il n'y a pas si longtemps, le lieu d'ancrage de la FIPF. Ça doit être un point de repère, cette alliance française au boulevard Raspail. Et un lieu d'ancrage aussi pour les enseignants. On a des allers-retours incessants entre les enseignants, enfin les personnes qui sortent des filières FLE et qui complètent leur formation dans les observations de classe à l'Alliance. Les professeurs que nous formons à travers le professorat, ils sont désireux d'entrer à l'université pour asseoir leurs connaissances et valider d'un point de vue plus officiel leurs connaissances, leurs compétences. Et de l'apparition des filières FLE et des masters FLE pour les profs de FLE, notamment des Alliances, ça a été une formidable marque de reconnaissance de leur travail et de leurs compétences, justement, alors que effectivement, il n'y a pas de CAPES de FLE, il y en a peut-être un jour, mais ce point-là, cette création des filières FLE et des masters FLE, enfin des maîtrises FLE de l'époque, ça a été essentiel pour cette reconnaissance. Et puis c'est un lieu d'ancrage à Paris et dans les 830 alliances et 100 et quelques instituts français, qu'on soit à Vichy, qu'on soit à Buenos Aires ou ailleurs, parce que c'est souvent le premier lieu, l'Alliance française, de l'expérience professionnelle. Ça a été mon cas et peut-être le cas de certains nombres d'entre nous. C'est le lieu où on
pratique pour la première fois la pédagogie du français langue étrangère. Voilà, j'ai fini mon propos. Merci beaucoup d'avoir posé ce cadre du point de vue d'une institution qui a été créée en 1883, 1896, c'est ça. Comité de patronage des étudiants étrangers, dont le QF de Grenoble et l'Héritier, centre universitaire, donc je donne la parole à Christine Périgot. Donc le QF de Grenoble qui fête ses 130 ans cette année. Ce qui nous a permis, bien évidemment, de préparer un bel événement. D'ailleurs, il paraît qu'il va y avoir un très bon bouquin qui va sortir sur le sujet. Et donc, une exposition et de remettre aussi le nez dans les archives à ce moment-là. Et ce qui nous a permis de découvrir... on a retrouvé des traces, alors sans certitude, les archives ne sont pas aussi fournies que celles dont on a entendu parler ce matin, mais elles sont déjà bien fournies. Et on a retrouvé des traces en 1912 de l'ancêtre de ce qui est aujourd'hui notre DSA, notre diplôme supérieur d'aptitude à l'enseignement du FLE. Donc on formait des professeurs de FLE en 1912 au QF de Grenoble. Voilà. Donc ça a commencé par le QF, et puis ensuite on a entendu tout l'historique, les sections FLE qui se sont ouvertes. Alors pour tenir les 4 minutes qui nous sont attribuées, juste peut-être un point de ce qui se passe aujourd'hui dans le centre universitaire en termes de formation des enseignants. Il me semble qu'on arrive à une bonne complémentarité, même si ce n'est pas toujours évident et simple, mais à une bonne complémentarité entre ce que propose le centre et ce que propose la section FLE. C'est-à-dire qu'on a des échanges où les enseignants du centre universitaire interviennent dans les cours de Master 1, Master 2, et les enseignants-chercheurs de la section FLE interviennent sur les formations d'enseignants proposées par le centre universitaire. Donc il y a vraiment cet échange qui se fait dans les deux sens, et puis nous accueillons tous les étudiants de Master 1 en observation aussi dans les cours. Donc je pense qu'on pourrait aller encore plus loin, avoir encore plus de fluidité et de coordination, mais c'est quelque chose qui fonctionne relativement bien. Et ce que j'ai trouvé assez intéressant dans la table ronde aussi précédente, c'est ce rappel, c'est que s'il n'y a plus d'étudiants internationaux, il n'y a plus de profs de FLE, et s'il n'y a plus de profs de FLE, il n'y a plus de section et de master FLE non plus. Donc on ne peut pas vivre les uns sans les autres, et c'est vraiment l'écosystème qu'il faut réfléchir ensemble. Merci beaucoup, parfait. Merci beaucoup, Christine. Et nous allons maintenant passer à un centre d'une autre nature, le Cavilam Alliance Française, donc représenté par un binôme. Je vais donner la parole à Grégory Lannes. Voilà. Merci pour l'invitation. C'est avec une certaine émotion que je suis là, parce que j'étais étudiant il y a quelques années quand même, à la Sorbonne Nouvelle. Et puis, voilà, je tenais aussi, tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de saluer Daniel Coste, qui a été un de mes professeurs. Et puis, j'en parlais avec Franck Desroches, où j'ai passé ma soutenance de DEA avec Louis Porcher dans le bureau de l'ASDIFL, de l'Alliance française de Paris. Donc, c'est un moment qui est particulier pour moi. Le Cavilam Alliance française, j'ai tenu à ce que mon voisin de droite soit là, puisque donc Damien Chabana, les professeurs d'université. Pourquoi j'ai tenu à ce qu'il soit là? Puisque le Cavilam Alliance Française, le Cavilam, a été créé par l'université de Clermont-Ferrand. À l'époque, ça s'appelait les universités de Clermont-Ferrand. Il y en avait 2, et la ville de Vichy. Donc l'histoire du Cavilam Alliance Française est intimement liée à l'université. Et c'est une histoire qui dure depuis maintenant de nombreuses années. Ouais. Et elle s'illustre au-delà de la création, en tout cas de la co-création avec la ville de Vichy. Cette histoire s'illustre, s'incarne à travers la création en 98, comme vient de le rappeler Damien, d'un Master 1, d'un Master 2, on va dire co-organisé, co-animé par les deux structures. Et en ça, déjà, je trouve que c'est assez original qu'une association et qu'une université crée cet attelage qui, à mon sens, est efficace, performant et puis original. Et puis je vais passer la parole, je reprendrai un petit peu après le micro. Merci Grégory, merci aussi pour cette invitation. Donc moi je suis effectivement chargé de mission
de l'Université pour le CAVILAM. Je voudrais rendre hommage à Maggie Potier qui a créé, avec Michel Boiron, qui est ici présent, le master en 1998. Et donc, on approche bientôt les 30 ans de cette promotion. Et dire en 3 points, je trouve qu'en termes de structuration, de liens université et association, tout d'abord l'originalité de ce diplôme, hein, puisqu'on accueille chaque année entre 20 et 30 étudiants en Master 1 et une quinzaine en Master 2 sur un mois l'été, avec des formateurs. Là aussi, il y a une originalité du CAVILAM et de l'université, qui donc en 2 ans, les collègues professeurs, parce que ça demande une expérience de 5 ans minimum pour accéder et pour être sélectionné. Et donc c'est quelque chose quand même qui est assez rarissime dans le territoire. La deuxième chose, c'est l'aspect professionnalisant, puisque aussi avec ce master et aussi avec les liens qu'on a avec le CAVILAM, tous nos étudiants du master qui le souhaitent peuvent faire un stage au CAVILAM et ensuite avoir une expérience pour y enseigner l'été. Donc c'est quelque chose aussi qui est très formateur pour eux et puis pour leur carrière par la suite. Et enfin, sur le troisième point, je trouve peut-être le plus pertinent, c'est la richesse que nous apportent tous les collègues du monde entier quand ils viennent se former au CAVILAM. Et je trouve que nous, formateurs, on a de moins en moins de temps pour aller voir ce qui se passe sur le terrain. Et eux nous rapportent leur expérience et que c'est une extrême richesse. Voilà. Donc c'est vrai que la formation se fait par le master, mais se fait aussi sous de multiples formes. Le CAVILAM, dans son ADN, voilà, l'innovation fait partie vraiment de son ADN. Et puis c'est vrai qu'on a on a eu divers slogans dans l'histoire du CAVILAM, mais une des missions qui nous anime, c'est d'être utile au plus grand nombre, être utile vraiment à la communauté mondiale des professeurs de français, à travers la formation sous différents formats, des créations de MOOC. Le premier MOOC qu'on a lancé en 2017, Enseigner le français langue étrangère aujourd'hui, qui était le premier du genre. Et puis je salue cette initiative aussi de Michel Boiron qui est dans la salle. Et aujourd'hui, c'est un succès assez incroyable puisqu'il y a plus de 100 000 inscrits sur ce MOOC. Et puis c'est toujours une grande fierté lorsqu'on voit des CV de professeurs, de voir inscrire qu'ils ont participé à ce MOOC. Mais c'est aussi l'innovation sous d'autres formes. Peut-être que Litvin en parlera. La création d'un podcast de formation professionnelle. Donc là, un format à l'opposé des masters, puisque là, ce sont des sections de 14 minutes, de 15 minutes de formation professionnelle sur des thématiques pédagogiques, et avec cette ambition d'être le plus utile au plus grand nombre. Et on s'est dit, ben voilà, qui de mieux que de travailler avec une radio, dont c'est le métier, pour monter un projet de podcast, de formation professionnelle pour la communauté des professeurs de français dans le monde. Evelyne en parlera aussi, c'est la même démarche finalement, avec le partenariat qu'on peut avoir avec TV5 Monde, sur la création de ressources pédagogiques, encore une fois, qui sont des ressources pour être le plus utile. On sait que les ressources pédagogiques sont, dans les pays du Nord, elles sont faciles d'accès. Dans les pays du Sud, si on schématise, elles ne sont pas si faciles d'accès, elles peuvent être chères. Et c'est vrai que c'est grâce aussi à des médias comme TV5 Monde et RFI qu'on peut être utile au quotidien dans la classe auprès de cette communauté des professeurs de français. J'arrête là, je pourrais continuer beaucoup, mais je laisse la parole aux autres collègues. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir mis en avant la diversité de vos actions, mais aussi la manière dont vos structures accompagnent depuis des décennies, vos structures qui ont préexisté aux filières FLE accompagnent depuis des décennies l'évolution de ces diplômes universitaires. Et donc, qui dit université dit aussi activité scientifique. Et donc, Maud Szymanski va prendre la parole au nom du CRAPEL, donc voilà, pour nous donner un éclairage complémentaire. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. C'est
Ça a beaucoup d'émotions aussi que je parle du CRAPEL au nom du CRAPEL. Et nous avons préparé l'intervention avec Henri Olek. Donc, merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de discuter à nouveau avec Henri Olek. Alors, je voudrais prendre la parole pour illustrer en fait les tensions qu'ont traversé le champ de la didactique du FLE avec l'exemple qu'on a connu à Nancy et ses effets sur la formation des enseignants. Parce que, comme vous le savez, le CRAPEL a disparu en tant qu'institution universitaire, mais on essaye de continuer à faire vivre, rayonner la didactique du FLE dans l'Université de Lorraine. Et je pense peut-être que ça a des échos avec ce que vous pouvez vivre, mais ce qui explique aussi peut-être un renversement par rapport à ce que l'on disait tout à l'heure. Quand nous nous sommes réunis dans le couloir, vous m'avez dit « oui, les apports du CRAPEL ». Et aujourd'hui, en écoutant votre prise de parole par rapport au CAVILAM, j'ai envie de dire merci. Merci pour les innovations que vous portez, parce que ce sont ces innovations aussi que nous intégrons dans la formation de nos propres étudiants. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses qui ont évolué autour de ce maintien du champ de la didactique du FLE, avec cet exemple un peu particulier du CRAPEL. Alors je vais vite essayer de vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Donc comme nous l'avons vu, Henri Olek était un admirateur de Louis Porcher. Quand il en parle encore aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'émotion. Et ça a été une incandescence intellectuelle, en fait, cette période du début de la SDIFL. Et c'est ce qui a permis aussi la mise en place de la maîtrise de FLE, qui à l'époque était adossée donc, à l'UFR Sciences du langage et donc au CRAPEL. Le CRAPEL, ça veut dire Centre de recherche et d'application pédagogique en langue. Alors, il a existé sous cette forme de 1969 à 2006. Et comme le rappelait Elisabeth Gamretière, c'est d'abord une équipe d'enseignants de langue. Henri Olek, c'est d'abord un prof d'anglais. Et il y avait une réunion comme ça de profs de langue. Et alors, qu'est-ce que ça faisait ? Ça faisait que c'est d'abord des questions pédagogiques qui étaient au cœur de la recherche menée par le CRAPEL, d'où cette idée d'innovation, d'avant-garde, d'essayer de trouver des réponses à des problèmes qu'on ne savait pas tellement régler. C'était ça, l'ADN du CRAPEL, mais aussi tout de suite avec un grand ancrage dans la formation des adultes. Donc, ce qui permettait une certaine liberté par rapport à l'enseignement du secondaire, l'éducation nationale, etc. Et c'est de cette façon qu'on en est venu à institutionnaliser la didactique du FLE par rapport à la linguistique à l'époque à Nancy 2. Très rapidement, quand on parle de la singularité du CRAPEL, on va parler de décloisonnement des langues, ouverture au plurilinguisme, enrichissement réciproque de la didactique des langues et de la didactique du FLE. On parlait d'opposition. Si on relie Henri Olek, c'est plutôt quand même une réciprocité à l'époque de ces différents champs. Et puis, il y a un rôle clé qui est donné à la pédagogie, comme je le disais. Donc, ce qui veut dire un accent mis sur la praxis, observation, prise en charge des pratiques de classe, formation de type ingénierique, ce qui permettait d'alimenter ce type de formation. Donc, c'est très pratique pour les futurs profs de FLE. Ce que le CRAPEL a apporté peut-être à la culture didactique qui est partagée, qui constitue le champ de la didactique du FLE, c'est une adhésion forte aux documents authentiques des 82, une séparation des aptitudes, la prise en compte de la dimension culturelle autour des aspects socio-pragmatiques, et puis bien sûr l'apprentissage autodirigé, mais qui continue malgré tout à avoir une place plutôt mineure dans le champ. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé qui a créé des tensions ? C'est que nous sommes passés au Master FLE. Notre Master FLE, il est intégré dans un département de sciences du langage au sein d'une UFR de sciences humaines et sociales. Donc vous voyez déjà, ça dilue quand même le champ de recherche. Il a adossé, il est devenu un axe de recherche didactique des langues et sociolinguistique au sein d'un laboratoire à TILF, analyse et traitement informatique de la langue française. Donc vous voyez que la didactique, tout d'un coup, elle a une autre vie par rapport aux rencontres qu'on peut faire avec nos propres collègues. On est une équipe d'enseignants-chercheurs, on en parlait tout à l'heure. À l'époque, on avait des enseignants qui avaient d'abord une connaissance du terrain et qui étaient venus à la recherche. Aujourd'hui, on a des enseignants-chercheurs qui, avec toutes les contraintes dont on a parlé, vivent leur vie de recherche aussi sur le terrain de l'université. Et ça change beaucoup de choses pour la formation des enseignants de FLE. Et nous, on a une pluridisciplinarité très marquée. On a beaucoup d'enseignants d'anglais, Landsat, etc. Ce qui fait qu'à la fois
on va garder dans la formation l'idée que, bien sûr, on forme au plus près des besoins, au plus près des spécificités des publics, mais quelque part, le champ de notre recherche, il est atomisé quelque part, et on va même vers une homogénéité des standards de la recherche, plutôt qu'une recherche assez homogène dans la didactique du FLE. Si on est confronté par exemple, à des collègues qui sont plus en didactique de l'anglais, on voit que cela transforme nos standards de recherche, nos façons peut-être de faire de la recherche. On garde une ADN sur l'innovation ingénierique, une centration sur l'apprenant. Ça, on a réussi à le maintenir. On parlait de la place de ce socle de sociolinguistique dans la didactique du FLE. On l'a aussi. Bien sûr, c'est ouvert, pluriel. On essaye d'offrir dans nos maquettes ce dont parlait Daniel Poisson, sous forme de biodiversité pédagogique. Donc, si vous pensez à Nancy, vous pensez au FLI, bien entendu. Donc, le FLI est intégré dans notre maquette, mais comme une spécificité d'un public par rapport au FOU, au FOSS, au FLE. Donc, c'est ça qu'on a réussi à garder. Et ça crée une autre circulation des personnes et des matériels méthodologiques produits, ce qui m'a permis de prendre conscience, en fait, qu'on est beaucoup moins ancré dans l'international aujourd'hui, beaucoup moins en relation avec les alliances françaises, avec voilà, les centres de formation à l'étranger, alors qu'une grande partie de nos étudiants vont être profs de FLE à l'étranger. Donc on vit ces hiatus vraiment dans la formation. Pour finir, je voudrais dire que en tant que centre de recherche, on participe à la diffusion aussi de recherche, de structuration des savoirs dans le champ, mais nos laboratoires sont également porteurs de revues propres qui viennent parfois en concurrence avec, par exemple, les cahiers de l'ASDIF. On doit aussi faire vivre nos revues. Et ce sont des choses qui, dans notre laboratoire, qui est assez différent, assez spécifique. On avait bien sûr les mélanges pédagogiques qui étaient quand même assez nourris par du FLE, même s'il n'a jamais été que FLE. Mais aujourd'hui, il y a une beaucoup plus grande ouverture au niveau de la didactique des langues. Et les deux autres revues qui sont affiliées au laboratoire, enfin, je vais en prendre une, c'est par exemple Recall, qui est une revue pour l'anglais, de langue anglaise, sur le numérique, et qui est différente de ce que l'on fait dans le champ du FLE. Donc, on a ces tensions au quotidien dans ce que l'on peut proposer pour la formation de nos apprenants. Pour finir, je voudrais dire que ce qu'on a réussi à maintenir, c'est ce fameux écosystème nancéen vivace pour la didactique du FLE, parce qu'on arrive à maintenir le lien entre recherche et formation. On arrive à avoir, par exemple, une relation étroite avec notre département de FLE, donc nos étudiants internationaux. Ce que nous n'avons pas, c'est que nous n'avons pas d'enseignants-chercheurs qui interviennent comme profs de FLE, on n'en a qu'un. Mais par contre, on arrive à faire venir les enseignants du département de FLE dans nos formations. Donc on arrive à avoir cela. La création du DUP, ça a permis de révolutionner notre façon de réfléchir, de nous intégrer plus fortement en tant qu'équipe de recherche dans la formation de ces étudiants réfugiés. Et puis, on a un partenariat avec le rectorat de l'Académie Nancy-Metz autour des dispositifs UPE2A. Donc, ce que l'on va dire, c'est que finalement, l'histoire fait qu'on a réussi à maintenir un écosystème pour garder ce lien fort entre terrain, recherche, formateurs, enseignants-chercheurs. Mais aujourd'hui, on a quand même largement perdu le terrain international. Ce qui me permet de dire en conclusion qu'on a absolument besoin des associations. Nous, à Nancy, si les associations n'existaient pas, on n'aurait pas cette ouverture vers la didactique du FLE. On resterait enfermé sur notre terrain et ça assècherait notre façon de réfléchir la didactique du FLE. Donc je ne peux que vous remercier tous et remercier l'ASDIF très très fort. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir mis en avant ces tensions, ces particularités, des éléments historiques sur le CRAPEL. D'ailleurs, je me dis, entre parenthèses, on s'intéresse aux histoires des centres, les histoires des laboratoires aussi. L'histoire des laboratoires serait particulièrement pertinente à prendre en compte. Et d'ailleurs, demain, je pense qu'il va y avoir des symposiums et des interventions qui seront en écho avec celle de Maud. Alors, une des particularités de notre champ, c'est l'existence d'opérateurs. Peut-être France, voilà. C'est l'existence d'opérateurs et nous sommes ravis de donner la parole tout d'abord à Valérie Lemeunier,
qui va s'exprimer au nom de France Éducation Internationale, opérateur historique dans lequel elle est directrice du département langue française, mais aussi une ancienne, enfin une historique de la SDIF, là, Valérie. Bonsoir à tous. Alors oui, effectivement, je vais vous parler depuis France Éducation Internationale, mais plus précisément peut-être en tant que directrice du département langue française. Et j'évoquerai surtout le dispositif BELC, et vous allez assez vite comprendre pourquoi. Peut-être avant, je vais aussi vous faire part d'une anecdote. Vous comprendrez le lien entre cette anecdote et ce qui nous réunit aujourd'hui, puisque je fais partie de la génération qui a eu sa maîtrise FLE en 1985. Oui, je sais, ça fait longtemps. Et donc, eh bien, avant de décider donc, de rejoindre Paris et de découvrir la didactique du FLE, j'étais en licence de lettres et de sciences du langage, une double licence, et donc j'ai évoqué le fait de faire ma maîtrise FLE avec mes enseignants. Et là, à l'époque, on m'a dit « mais ça ne marchera jamais ». Et donc, je me suis dit, à cette époque, eh bien, on va voir si ça ne marchera jamais. Et on est 40 ans plus tard, et vous voyez qu'ils avaient eu de l'intuition. Donc, maintenant que je dis ça, je voudrais aussi ajouter qu'à cette époque, donc, j'étais en maîtrise FLE avec notamment comme enseignant Louis Porcher et Elisabeth Guimbretière ici présente. Je voudrais aussi les saluer parce que je leur dois beaucoup, évidemment. Et à cette époque, nous étions sur les bancs de la fac, plusieurs étudiants à sortir de licence, et donc licence, maîtrise, et puis il y avait avec nous sur ces bancs des gens beaucoup plus vieux que nous, ils avaient au moins 40 ans, qui étaient, eux, des stagiaires BELC. Et ces stagiaires BELC, donc, qui faisaient une formation d'1 an à l'époque, hein, c'était le stage long. Pendant ce stage long, donc, se formaient pour ensuite être nommés à l'étranger comme attachés de coopération, comme enseignants, etc. Et donc, on avait à cette époque, nous, jeunes étudiants, une certaine admiration et des étoiles dans les yeux quand ils nous disaient ce qu'ils faisaient au BELC. Alors, à cette époque, j'ignorais bien sûr qu'un jour, je dirigerais le département qui aujourd'hui gère le BELC, ou ce qu'il est devenu, puisqu'évidemment, la création des filières FLE ont dû faire évoluer, nous ont contraints à faire évoluer le BELC, sinon il aurait disparu. Donc, on est passé finalement d'un dispositif qui s'orientait plutôt vers de la formation initiale à aujourd'hui de la formation continue. Ce dispositif, il a continué évidemment à évoluer, donc il est devenu un stage de quelques semaines, 4 semaines l'été, 2 semaines l'hiver, pardon. Et puis il s'est aussi internationalisé, pardon, en 2012, puisqu'aujourd'hui, donc, on organise des BELC dits régionaux qui s'adressent donc à des pays, à la demande de certains pays, et qui sont proposés comme une semaine de formation intensive pour à la fois les enseignants du pays et des pays de la zone. Donc évidemment, sur ce genre de dispositif, on va être sur des besoins beaucoup plus spécifiques et donc on va être amené à adapter encore plus notre enseignement-apprentissage. Ce qu'il faut entendre, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes amenés à former aussi bien des enseignants qui n'ont aucune formation en didactique du FLE et qui sont devenus enseignants parce qu'ils parlaient la langue française ou qui ont fait des études en philologie française, mais pas en didactique du FLE. Nous sommes amenés aussi à former des enseignants qui, eux, ont eu une formation en didactique du FLE et donc qui recherchent quelque chose de différent, évidemment, que les premiers que je viens d'évoquer. Donc, on est amené à avoir finalement
une offre de formation très variée, avec des modules de plus en plus nombreux, de manière à ce que chacun puisse faire son marché en fonction de son profil et de son projet professionnel. Donc, soit on est, je dirais, en complémentarité par rapport aux filières de didactique du FLE, soit on est dans quelque chose qui est de l'ordre, je dirais, de l'initiation et d'inviter ses collègues qui n'ont pas forcément une formation en didactique du FLE à poursuivre dans une université ou dans le cadre de formation diplômante que nous proposons en collaboration avec les universités. Ce sur quoi je voudrais également insister, c'est qu'aujourd'hui, on est, France Éducation Internationale, et plus particulièrement mon département, amené, de par les projets qu'on gère, à être finalement aux premières loges de ce qui se passe dans les classes et à avoir une vision un peu générale de la réalité des terrains. Et ce qu'on constate de plus en plus, c'est effectivement qu'il y a un public qui a été un peu laissé pour compte, qui est celui qui travaille dans des conditions, je dirais, extrêmes, c'est-à-dire avec des classes surchargées, dans des établissements qui ne sont pas vraiment adaptés, avec parfois un tableau, pas d'électricité, où il y a, je dirais, des conditions de travail extrêmement difficiles. Et c'est cela, finalement, aujourd'hui, en tout cas au DLF, c'est vers cela qu'on tente de donner, à qui on tente de donner, en tout cas, des réponses, ou en tout cas des solutions, de les accompagner dans la recherche de solutions et pour faciliter leur travail au quotidien. Ce qui a donné aussi la naissance d'un BELC d'un nouveau genre, qui est le BELC Villers-Cotterêts. Alors, lui, pour le coup, il s'adresse à des professionnels ou des bénévoles qui travaillent dans les associations qui accueillent un public nouvellement arrivé. Et là encore, on est face à un public qui ne dispose pas beaucoup de ressources adaptées à leur contexte, qui travaille là aussi dans des conditions difficiles. Et donc, notre enjeu aujourd'hui, il est vraiment là. C'est-à-dire comment on peut accompagner au mieux ces publics-là. Et tout ce qu'on met en place aujourd'hui, on ne le met pas en place seul, on le met en place avec des partenaires. Et je voudrais souligner là aussi la collaboration qu'on peut mettre en place avec la CCIP, à qui je laisserai la parole après, et également avec RFI, TV5 Monde et bien d'autres. Et c'est la complémentarité, en fait, de nos expertises, de nos compétences, qui nous permet d'apporter des réponses adaptées à ces contextes difficiles, d'une part, et d'autre part, je crois que on a une sorte de laboratoire, ce qui nous permet, quand on accueille d'ailleurs les jeunes issus des maîtrises FLE, des masters FLE, qui viennent faire leur stage ou leur apprentissage chez nous, c'est de leur apporter ce regard différent. Eux, ils nous apportent leur jeunesse, ils nous apportent leur étonnement sur certains de nos dispositifs ou sur certains de nos outils, et on a ainsi des échanges qui sont vraiment pertinents et vraiment importants, puisqu'ils nous permettent à nous de sortir de notre zone de confort, ou ils nous obligent en tout cas à sortir de notre zone de confort, et eux, ça leur permet de découvrir justement la panoplie finalement de contextes dans lesquels le français est enseigné. Merci beaucoup Valérie d'avoir apporté d'avoir ouvert ces fenêtres absolument passionnantes. Nous allons passer maintenant à la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France, maintenant, avec Alexandre Holl, directeur adjoint de l'innovation et du développement. C'est ça, aux Français des affaires. Tout à fait. Merci Laura. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France, alors nous, on intervient sur un champ plus réduit, mais on a deux missions historiques depuis notre création en 1958. C'est d'accompagner le développement de l'enseignement-apprentissage du français professionnel, pour faciliter par la langue française
l'insertion professionnelle, la mobilité professionnelle, pour renforcer l'employabilité des hommes et des femmes en France et à l'international. Et on a une mission de certification que je ne développerai pas ce soir. Dans le cadre de notre première mission, on a en effet également une activité de formation de formateurs très importante. On a développé dès le début dans les années 60, des modules de formation qui ont bien évidemment évolué avec le temps. Nous développons des formations en ligne gratuites, plutôt sur le modèle, enfin, en tout cas les nouvelles moutures pardon, sur les modèles micro-learning, sur le français professionnel, des formations hybrides, des formations en présentiel. Donc, alors notre offre de formation a évolué avec le temps, et je pense que c'est aussi en lien avec la multiplication des offres de cours FOSS dans les masters. Je pense qu'il y a encore plus de 20 ans, notre rôle était de démocratiser un peu le français pro, le rendre plus visible, le rendre plus accessible. Et donc, on avait, si vous voulez, on a toujours, on doit parfois encore revoir les fondamentaux, mais on se rend compte quand même ces dernières années qu'on revient de moins en moins sur les fondamentaux de l'enseignement du français professionnel et puis du FOSS. Enfin, ouais, il y a plus de 20 ans, c'était en français pro, et ensuite sur le français de spécialité, et ensuite sur le FOSS, le français sur objectif spécifique. Et donc, on développe différents modules. On passe de moins en moins de temps sur ces fondamentaux, et de plus en plus d'accompagnement coaching, finalement, ou comment appliquer la démarche de français professionnel dans des contextes, c'est un peu ce que tu indiquais aussi Valérie, dans des contextes terrains très spécifiques. Alors bon, je vais prendre le plus simple, mais mettre en place un cours de français du tourisme, hôtellerie-restauration, quand on voit les situations professionnelles auxquelles sont confrontés un guide touristique en Tanzanie, un guide touristique en Corée du Sud ou au Mexique, ce ne sont pas du tout les mêmes. Donc voilà, nous, notre rôle aussi, c'est de revenir sur les fondamentaux, et puis d'appliquer ces fondamentaux pour concevoir des programmes de formation, pour concevoir des animations, des activités de classe et des animations. Ce que l'on observe également, alors dans le cadre de cette mission de développement de l'enseignement-apprentissage du français pro, on crée des ressources. On crée énormément de ressources qui sont de plus en plus nombreuses maintenant, mais qui étaient quasiment inexistantes il y a 15-20 ans. Donc c'est vrai qu'on participe avec les maisons d'édition à la conception de méthodes, de manuels, de français médical, français du tourisme, français des relations internationales, etc. On a pu, je crois que c'était, on en a reparlé la dernière fois, 15 ans maintenant, 14 ou 15 ans, on a commencé à développer avec TV, comment ? En 2010, voilà, avec les 16 ans, quasiment en même temps avec RFI et TV5 Monde, des ressources sur la base des ressources que vous proposez, des sons et des reportages que vous proposez, pour rendre justement aussi plus accessible et donner aux étudiants en auto-apprentissage, mais aussi aux enseignants, des ressources modélisantes. Parce qu'en effet, la particularité du français prose, on est toujours sur du sur-mesure. Il faut toujours adapter les ressources à son contexte. Donc voilà, on crée de nombreuses fiches pédagogiques qui peuvent être dupliquées, qui peuvent être réadaptées par rapport à son contexte professionnel. Et peut-être pour réillustrer, je terminerai là-dessus, parce que je disais qu'en effet, au début, on démocratisait maintenant on met le pied à l'étrier. J'ai vraiment l'impression que, et on le voit en accueillant aussi des masters 2, principalement, de FLE chez nous chaque année, on se rend compte, la démarche, il y a une vraie sensibilisation qui est faite à la démarche, ils comprennent la démarche FOSS, ça va assez vite. Donc maintenant, on essaie, en tout cas dans nos formations, de mettre le pied à l'étrier de l'enseignant plus rapidement, car il y a tout encore un travail, en tout cas sur notre domaine, de dédramatisation du français pro. C'est encore, oh là là, c'est compliqué, ça prend du temps, c'est long, il y a beaucoup de recherches,
Ça me prend beaucoup de temps par rapport à un cours de FLE, etc. Donc c'est un peu le rôle de nos formations, d'aller plus vite, de rassurer. Et c'est pourquoi on est passé dernièrement avec notre dispositif L'Essentiel sur du micro-learning. Il y a 15 ans, on avait conçu la première formation en ligne en partenariat avec l'Institut français et en lien avec notre comité scientifique en français professionnel. Donc où on retrouve tous les professeurs des universités, les maîtres de conférences spécialisés en français pro, hein, notamment, enfin, je ne vais pas citer parce que je risque d'en oublier, donc je vais citer personne. Mais on avait créé, pour certains d'entre vous, c'est peut-être, ça vous dit quelque chose, IFOS, qui était vraiment beaucoup plus long, sur 90 heures, où on avait sur 90 heures, 30 heures, où on revenait vraiment sur la didactique, sur la démarche FOSS, etc., sur toutes les étapes. Toute cette partie-là a disparu maintenant parce que les universités ont vraiment développé dans les masters cet aspect-là. Maintenant, on revient sur la démarche très très rapidement et on est vraiment sur du pratique, sur de l'étude de cas pour permettre aux enseignants de s'outiller très rapidement. Donc voilà en 2 mots. Merci beaucoup, Alexandre, d'avoir évoqué tous ces projets dans lesquels enseignants, praticiens, enseignants-chercheurs et étudiants et stagiaires sont très fortement impliqués. Nous allons donc maintenant finir donc, avec les acteurs du monde des médias et je vais donner la parole à Lidwin van Dixon, chef du service langue française de RFI. Merci de votre invitation. Effectivement, moi aussi j'ai une anecdote. Je suis aussi une ancienne étudiante de Louis Porcher et je ne suis pas sûre que dans cette salle il y en a d'autres. J'ai suivi un cursus avec le Crédif, donc c'était pas le concurrent, mais bon, l'autre versant de la spécialisation didactique FLE. C'était un cursus Paris 3 qui était je pense, imaginé par Louis Porcher, qui s'appelait Langue et communication. Ça a duré 3 ans, c'était un magistère qui se faisait au Crédif, donc c'était pas l'année au Crédif, c'était pas non plus le DEA qui s'est fait, le DESS qui s'est fait après, c'était un cursus long doublé donc avec le parcours licence maîtrise DEA ou DESS, et où on se professionnalisait vraiment dans tout ce qui est politique linguistique, stratégie, écriture, bon bref, vraiment tout ce qu'on peut faire dans le FLE en dehors de l'enseignement. Et donc c'était vraiment avec l'ambition de professionnaliser les acteurs du FLE. Et je suis donc sortie de cette formation et je me suis retrouvée à RFI comme stagiaire et j'y suis toujours. Donc, je n'ai pas vraiment besoin de plonger dans les archives parce qu'ils sont là. Et donc, je voudrais un petit peu articuler ce que RFI a pu apporter aux professeurs de français en 3 temps, en gros. Parce que quand je suis arrivée à RFI, c'était en 92, 91. Et à l'époque, je ne sais pas s'il y a des jeunes, mais il n'y avait vraiment pas Internet, hein, ça n'existait pas. Donc la radio dans le champ du FLE, c'était à l'époque où Louis Porcher avait déjà écrit Chant des signes. Je ne pense pas que RFI était dedans, mais RFI était une radio qui était diffusée dans le monde entier, en ondes courtes, et où on écoutait et on informait les professeurs, surtout les francophones, dans le monde entier, et les francophiles, les étrangers. Donc, quand je suis arrivée, il y avait Hervé Bourges, à RFI 86, qui avait fait inscrire par le ministère des Affaires étrangères dans le cahier des charges et des missions de RFI pour la première fois que RFI était chargé de faire la promotion de l'enseignement et de l'apprentissage du français auprès de son auditoire étranger. Donc, ce que j'ai envie de vous raconter, c'est que la radio a évolué comme Louis Porcher l'aurait fait. La radio a évolué comme support. Elle n'était qu'une radio. On ne pouvait que écouter. On avait donc des émissions sur la francophonie, sur la langue française, en français,
mais on a surtout commencé à développer des émissions bilingues pour les auditeurs qui nous écoutaient dans leur langue. Donc les auditeurs qu'on avait, c'était des personnes qui étaient isolées, souvent dans le monde, qui n'étaient pas du tout dans un institut français, rarement dans une alliance française, qui n'étaient pas forcément dans les universités, mais qui étaient profs de français dans un village ou qui avaient l'ambition d'aller vivre en France et qui voulaient apprendre le français et qui étaient dans un camp de réfugiés au Vietnam ou au Cambodge à l'époque. Bon, bref, ça c'était la radio du début. Donc, ce qu'on faisait comme formation, c'était vraiment un travail sur l'écoute radiophonique et un travail sur comment est-ce qu'on peut rendre la radio pédagogique, radio linéaire, comment est-ce qu'on peut faire des émissions d'apprentissage du français et faire quelque chose d'interactif avec un auditeur passif qui doit trouver l'onde courte et qui doit pouvoir être guidé dans son apprentissage du français sans traduire. Et donc ça, c'était mon premier travail et ça, c'était le premier rapport de RFI. Par ailleurs, RFI à l'époque était aussi très engagé dans la coopération internationale avec la distribution de CD, de audio dans les médiathèques des instituts français. Donc c'était l'époque de la radio. Après, vers les années 2000, au tournant des années 2000, je pense, on a pu commencer à parler de la radio comme un outil multimédia, comme un outil interactif. Là, ce n'était plus l'auditeur qui subissait nos programmes, c'était l'auditeur est devenu un utilisateur. Et nous, on avait un site, nos premiers sites. Ils ont tout de suite bien marché, ils ont tout de suite trouvé leur public, parce que je parle de sites multiples, parce qu'ils ont évolué, et surtout un public qui n'était pas du tout auditeur des RFI. Donc là, on rentre vraiment dans le champ du FLE en tant que RFI, et on trouve les professeurs et aussi les apprenants qui étaient aux États-Unis, en Europe, au Japon, etc., et qui pouvaient choisir d'écouter des extraits des RFI et de travailler leur français, et de garder le contact avec la langue française. Donc là, on est entré dans le développement vraiment de matériel pédagogique, de matériel d'enseignement et d'apprentissage du français à partir de l'oral authentique, avec la recherche évidemment d'une approche qui permet de décomplexer, mais qui permet aussi de travailler l'oral de la radio, c'est-à-dire de travailler sur le discours radiophonique pour trouver une approche qui n'est pas la transcription, mais plutôt les outils de la radio, les sons accrocheurs, les sons, les voix, et une approche progressive pour rentrer progressivement dans le sens et dans la compréhension. On travaillait beaucoup sur la compréhension orale, et là, on a pas mal aussi fait de la formation continue. On est intervenu au Belk. On travaille beaucoup avec TV5 Monde. On fait des formations communes. On a des partenariats avec FEI. Dès les débuts, on a fait des entraînements aux épreuves du TCF. On a travaillé avec le CAVILAM. On a travaillé avec, dans des formations. On a assez vite mis en place aussi des dossiers sur le français professionnel. Et bien sûr, on a développé, surtout avec TV5 Monde, de plus en plus de coopération pour cette approche commune des médias authentiques, du document authentique média dans la classe de français. Et on a sorti le kit pédagogique, par exemple, qui permettait aux enseignants de s'approprier notre méthodologie en fait progressive. Aujourd'hui, on est dans la dernière phase, et la dernière phase, c'est que nous ne sommes plus une radio, je suis désolée, nous sommes un média global qui essaye d'être présent dans la pléthore de médias existants et de ressources existantes. Et je pense qu'aujourd'hui, notre rôle aussi, c'est d'aider les professeurs
à trouver déjà notre média comme une média de confiance, une média avec des ressources, comment dire, de qualité, par rapport à d'autres ressources qu'on peut trouver partout, et aussi de travailler ce que les journalistes font, sur la vérification de l'information, sur l'appropriation de la radio comme outil d'expression. Et là, on rentre dans la médiation, dans la production de podcasts, dans l'EMI, beaucoup de travail sur la fabrique de la radio, avec les enseignants qui de plus en plus font travailler aussi les apprenants dans la classe qui produisent. Donc là, on est passé de la compréhension orale à la production. Juste pour dire, et on produit aussi des podcasts maintenant de formation de profs. Bref, on se diversifie, on est un peu présent partout. Et avec cette diversification, je pense qu'on touche toujours le grand public de RFI du début et de plus en plus aussi, grâce au partenariat, les profs de français un peu dans le monde entier. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et donc, c'est TV5 Monde qui va clore cette table ronde avec Evelyne Paquier, à qui je donne la parole sans plus tarder. De manière très concise, si je vois l'heure, n'est-ce pas? Soyons équitables. Je vais essayer d'être claire et rapide. Donc TV5 Monde est un média. Donc comme RFI, c'est aussi un opérateur de la francophonie. Et donc à ce titre, TV5 Monde promeut le rayonnement de la francophonie, la langue française, et promeut aussi des valeurs humanistes à travers ses émissions et un certain nombre d'actions, parmi lesquelles, pour la promotion de la langue française, notamment la production d'outils, de ressources, comme l'évoquait Lidvine. Donc nous avons cette force de diffusion, puisque nous sommes présents à l'international et donc connectés avec de très nombreux, des milliers d'enseignants, d'enseignantes, d'apprenants et d'apprenantes, partout dans le monde. Des millions, me corrige Lidvine. Des milliers, des millions. Donc nous produisons, nous portons la diffusion, nous mettons à disposition gratuitement, car nous avons une mission de service public, comme RFI, des ressources pédagogiques, donc des outils qui, je pense, apportent un plus en fait dans l'exercice du métier de professeur au quotidien. Donc on se situe à nouveau plus dans la formation continue des professeurs, et cela existe depuis 30 ans. 2026, c'est l'année où nous pourrons fêter nos 30 ans, avec initiation par le Cavillam, là-bas, je vois aussi M. Boiron. Donc ces ressources, ces outils, ils ont pour particularité d'évoluer en fait au fil aussi des changements qui sont des changements d'ordre didactique, sociétaux, technologiques aussi. Et nous avons la chance, comme je le disais, d'être en lien en fait avec le public auquel on s'adresse. On essaie toujours de répondre aux demandes et de nous adapter aux besoins. Et nous avons des témoignages qui confirment que l'utilisation des ressources qui ne sont pas produites à TV5 Monde, hein, mais avec nos partenaires, dont un certain nombre est présent ici, on a été cités au fur et à mesure. Donc ces ressources, en les utilisant de manière régulière, on apprend aussi, on acquiert des manières de faire, des savoirs, des savoir-faire, sans forcément peut-être en avoir conscience. Donc c'est une sorte de formation implicite. C'est comme ça que je la qualifie. Je ne sais pas si le terme est exact. Je pense que TV5 Monde, comme RFI d'ailleurs, a contribué à une évolution des pratiques aussi à travers des dispositifs multimodaux qui n'existaient pas, on l'a dit, il y a encore 15-20 ans. Nous avions très très tôt en fait des outils multimédia, donc des CD-ROM, puis des sites, puis des applications aujourd'hui, qui font que la ressource est plus facile à utiliser et à l'adapter aussi aux besoins des apprenants. Et cela a certainement aussi facilité dans le domaine du FLE, je pense, une transition numérique. Certes, on est d'accord, il y a encore un certain nombre d'endroits, de contextes où on ne peut pas utiliser aussi simplement et aussi facilement les outils numériques.
mais il y en a aussi un grand nombre où on doit être présent pour le français avec ceci, de manière à pas non plus perdre pied par rapport à d'autres langues ou d'autres systèmes en fait éducatifs. D'un point de vue outils, donc on développe des choses en ligne. Parfois aussi en coopération avec France Éducation Internationale. On a un module, par exemple, d'accompagnement. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner les enseignants, les enseignantes sur le terrain. En plus de cet aspect-ci, je pense que certains de nos outils ou certaines de nos actions, en tous les cas, contribuent à la professionnalisation des professeurs. Donc là, je ferai référence à 2 actions. La première, ce sont les labellisations. Donc, nous avons des stages qui sont animés par des formateurs, des formatrices au CAVILAM, à France Éducation Internationale, qui permettent à des enseignants d'attester leurs compétences dans l'utilisation de ressources numériques, audiovisuelles, dans leur capacité à former d'autres enseignants. Et nous savons que ceux-ci valorisent leur personne, valorisent les professeurs, en fait, valorisent aussi le métier d'enseignant et leur permet aussi de progresser professionnellement. Dans leur CV, afficher une habilitation DELF-DALF, une labellisation TV5 Monde, c'est un réel atout. Et cela permet d'accéder parfois à d'autres fonctions comme responsable pédagogique, coordonnateur, coordinatrice, etc. Et d'ailleurs, de la labellisation formateur qui existe depuis très longtemps, on est arrivé aussi à une 2e labellisation professeur en 2018, car les enseignants nous disaient c'est très bien cette labellisation, mais moi mon rôle ce n'est pas forcément d'aller former d'autres profs, je voudrais juste pouvoir montrer à mon directeur, à ma directrice, à mon ministère que je suis capable de faire ça et donc je peux gagner des crédits quand je suis aux États-Unis, avoir accès à certains types de formations ailleurs. Donc je pense que là on est en tant que média aussi présent avec d'autres acteurs en fait, pour participer à la formation continue des professeurs. Dans la contribution à la professionnalisation, je mettrai aussi l'accueil des alternants et des alternantes de l'université, de la Sorbonne Nouvelle aussi, qui viennent aussi de manière régulière travailler chez nous, même si, c'est vrai, depuis 2 ans, nous n'en avons plus, mais cela reprendra, c'est promis. Et enfin, pour faire vite, dernièrement, nous avons aussi développé avec l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, des modules de formation qui sont intitulés « En classe avec TV5 Monde ». Donc tout ça est gratuit, disponible sur le site. Et l'idée était d'aller filmer dans différents contextes francophones des classes, d'aller montrer comment un professeur en Tunisie, un autre au Rwanda, une enseignante en UPE2A à Saint-Étienne, etc., je ne vais pas tous les citer, utilisent des ressources télévisuel pour animer un cours de français. Donc nous filmons, donc depuis 2021, nous avons lancé ce projet, film de tout le cours, donc il dure 1 heure, 2 heures, 3 heures, et puis ensuite avec une équipe de documentaristes, donc j'insiste, documentaristes, ce n'est pas TV5 Monde qui fait les vidéos, ce sont des documentaristes. Nous montons des vidéos très courtes, de 10-15 minutes, pour mettre en avant des gestes professionnels. Et nous interviewons plutôt l'enseignant, l'enseignante à chaud pour revenir sur certains moments de la classe et lui faire dire, conscientiser, Crapel, apprentissage autodirigé, pour conscientiser ce qui est fait. Et en plus donc, de ces vidéos qui en soi sont déjà assez pédagogiques, nous avons fait développer des matériaux d'accompagnement pour la formation, l'auto-formation, pour la formation d'autres professeurs. Et l'idée, c'est de partir de l'observation. Donc d'abord, première étape, réfléchir, donc posture réflexive. Comment moi, je mets en pratique telle ou telle chose dans mes classes. Ensuite, observer dans la vidéo comment cela est fait. Faire une analyse des différents gestes. Et puis ensuite, repasser dans la pratique de la classe. Donc, fait didactique, classe, etc., etc. Et ces modules rencontrent un grand succès, même s'ils sont encore largement insuffisamment connus, parce qu'ils permettent aussi à des professeurs qui n'en ont pas toujours les moyens de se former, d'aller suivre seuls et au moment qui les intéresse ces documents. Et je crois que je voulais encore dire une petite chose. Attendez.
Oui, dans la partie réseau, et je crois que c'est important, TV5 Monde joue aussi un rôle dans l'animation d'un réseau de formateurs, de formatrices. Donc j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais ça n'est pas simplement donner des choses, attribuer des habilitations, mais c'est garder le lien avec ses enseignants, animer des rencontres, et donc toujours être en lien avec le terrain, savoir quels sont les besoins du moment pour essayer d'y répondre dans la mesure du possible et le plus rapidement possible. J'en termine là. Merci infiniment à toutes et à tous. Merci d'avoir montré avec beaucoup de talent, comme disait Maud, à quel point nous avions besoin les uns des autres. Merci d'avoir montré d'une manière aussi enrichissante comment les organismes que vous représentez ont contribué et contribuent à la formation des professeurs, mais plus généralement à la construction et à l'évolution de notre champ disciplinaire. Merci aussi d'avoir montré comment à la SDIFL, on arrivait progressivement à travailler pendant 10 heures non-stop et à envisager les soirées pyjama et les soirées nocturnes. Donc maintenant, place à un moment convivial. La SDIFL est heureuse de vous inviter à un cocktail pour poursuivre les échanges en toute convivialité dans le hall. Merci à toutes et à tous pour votre patience et pour votre présence.